Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Soron Ngolo-Enza, docteur en sociologie du développement, consultant, formateur. Donc, j'ai été choisi dans le cadre de cette formation en relations internationales pour donner la formation sur le module organisation de visites de personnalités officielles. Donc, ici, je donne des cours également en relations internationales et diplomatie dans différentes universités. Donc, c'est la poursuite de cette perspective qui nous conduit ici ce jour. De ce pas, je vais vous donner la parole. Donc, M. Koumalu, vous allez vous présenter. Moi, c'est M. Bema. D'accord. Je suis enseignant-chercheur. D'accord. En anglais. D'accord. À l'université de Montana. Ok, enchanté. Moi, je suis M. Kouba, fonctionnaire d'État, chef de service au Canada. Ok. Donc, le module, nous allons le débuter ce jour, comme je vous le disais. Ça va s'articuler autour de différents points. Mais bien avant, j'ai bien envie comme ça de vous demander, lorsque vous voyez l'intitulé du cours, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Comment est-ce que ça vous projette dans la suite de ces enseignements qu'on aura ce jour? Qu'est-ce qu'on pourrait voir à travers ce module? Allez-y, monsieur. C'est la piste, c'est bon. C'est ça, ouais. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est comment ça peut vous servir dans la vie courante. Oui. Oui. D'accord. Si, par exemple, le président Oui. du comité d'organisation Oui. d'une visite ou bien d'un événement vraiment officiel, D'accord. ça va beaucoup nous servir. D'accord. On va suivre le cheminement qu'elle a, la méthode, Ouais. aussi la mission qu'on va conclure. Très bien, merci bien, monsieur. Monsieur Koba. Ok, donc, voyant le titre organisation de visite de personnalités officielles, ça crée un peu à comment, en tout cas, organiser, coordonner, je veux parler de la coordination même Oui. de tout ce qui est cérémonie C'est ça, ouais. officielle. Donc, c'est à ça que je pense un peu. Voilà. D'accord. Ok. Donc, merci bien. En quelque sorte, c'est ça. Donc, le cours va s'articuler autour de différents points, comme je le disais tout à l'heure. En premier lieu, on aura un préambule qui va servir en quelque sorte d'introduction. Par la suite, on aura la première partie qui va porter essentiellement sur l'organisation d'une mission. Bon, dans le contexte présent, on va beaucoup plus s'appuyer sur les missions organisées par des députés. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a vu quelques exemples. Mais c'est pratiquement le même cheminement, mais avec des adaptations à faire en fonction de l'institution dans laquelle on se retrouve. Donc, en grand 1, on aura les étapes préparatoires. Parce que toute visite officielle se prépare de manière minutieuse. Par la suite, nous allons aborder la confirmation de la mission, les tâches qui incombent aux responsables de l'organisation. Et le grand 2 va porter sur le déroulement de la mission. On va voir comment est-ce que la mission va se dérouler en réalité. Les rôles du fonctionnaire au cours de la mission et les suites de la mission. La deuxième partie concerne la visite d'une délégation étrangère. On aura en premier lieu l'organisation d'un entretien, les étapes préparatoires, la tenue de l'entretien. On parlera également de l'organisation d'un repas ou d'une réception. Parce que très souvent, les cérémonies sont émaillées par ce genre d'activités qui sont tout aussi importantes, parce que rien n'est à négliger. On parlera également des différentes étapes
comment il faut procéder, les documents à préparer. On va aborder également la question sur l'organisation d'une visite complète. On verra les considérations générales, les différents aspects à prendre en compte. La troisième partie met l'accent sur les aspects financiers d'une visite ou d'une mission. Parce que toute visite, toute mission a un volet financier qui est très important. On peut avoir la meilleure organisation, mais tant que les ressources financières ne sont pas disponibles, l'opérationnalisation de l'organisation sera complexe en réalité. On va parler également de l'obtention et la gestion des fonds nécessaires, notamment les étapes préparatoires, la gestion des fonds, le versement des fonds, les moyens de paiement. Il sera également question du rendu des comptes. Il faut rendre compte après chaque mission, c'est très important également. La justification des dépenses, la restitution des fonds et la présentation des comptes. Voilà. Donc pour débuter, vous avez des questions, des préoccupations avant qu'on ne commence effectivement. Bon, on est d'accord. Ok. Monsieur Koba, Non, il n'y a pas de souci. Donc, en préambule, on note que de nombreux organes de l'Assemblée nationale organisent la visite de délégations étrangères ou préparent des missions de parlementaires en France comme à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, l'exemple a été pris beaucoup plus sur l'organisation des missions de l'Assemblée nationale en France. Présidence, bureau, commission, rapporteur, délégation de l'Assemblée à une assemblée parlementaire internationale, commission bilatérale, groupe d'amitié, groupe d'études à vocation internationale. Bien qu'il existe des spécificités pour chaque type de réception ou de déplacement, notamment en ce qui concerne les aspects financiers ou protocolaires, l'organisation de tels événements suit souvent les mêmes règles. L'objectif de ce manuel est d'aider le fonctionnaire responsable de l'événement. Donc ici, le but, c'est de savoir que dans toute institution, il est clair qu'il y aura des occasions où des cérémonies ou des missions seront organisées, surtout des institutions très importantes de la République comme l'Assemblée nationale, la présidence, le Sénat, etc. Donc, il importe d'avoir un regard critique sur comment arriver à intérioriser les éléments nécessaires et essentiels pour l'organisation de ces visites. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'Assemblée nationale, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de commissions qui existent, mais la plupart de ces commissions seront mises à contribution pour que chacun apporte son expertise, apporte ses idées pour voir comment arriver à créer une symbiose au sein de l'institution. Parce que le maillon essentiel ici, c'est quoi? C'est d'arriver à polariser l'attention de tous les services de l'institution. Il faut que tout le monde se sente concerné par la mission. Et là, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas à créer cette synergie autour de la mission, mais il est clair et évident qu'on peut procéder ou assister à des situations où des individus auront des attitudes souvent malveillantes parce que ces personnes vont se dire qu'elles ne sont pas intégrées dans l'organisation. Est-ce que vous voyez? Et ces personnes même peuvent susciter des situations. Ces personnes peuvent susciter des situations visant à emmener des personnes à boycotter même la mission. C'est la raison pour laquelle il est très important d'intéresser tous les acteurs de l'institution pour l'organisation de ces cérémonies. Pour ce qui est de la première partie,
l'organisation d'une mission. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va aborder la question des étapes préparatoires. Et lorsqu'on parle des étapes préparatoires, il y a une rubrique qui n'est pas à négliger. Quelle est cette rubrique-là? C'est la confirmation de la mission. Parce que c'est l'élément central, c'est le point de départ de toute chose. Vous envisagez faire une mission, bon, peut-être dans un autre pays, la France, les États-Unis ou le Canada, mais vous avez déjà pris attache avec les autorités ou les institutions que vous devez rencontrer, mais il faut avoir avant tout la confirmation de cette mission avant de se déplacer. Mais si vous n'avez pas la confirmation que vous vous déplacez, bon, le déplacement, bon, ça sera un peu un déplacement de villégiature. Vous êtes parti peut-être pour vous promener. Parce que à toute mission est rattachée des objectifs bien précis et ces objectifs-là répondent à l'amélioration de la situation au sein de l'institution. Est-ce que vous voyez? L'amélioration, ça peut être dans le cadre d'une coopération bilatérale ou une coopération multilatérale. On peut aller négocier des accords ou encore on peut aller négocier des possibilités de formation, de renforcement de capacité. Et tout cela, c'est dans le but d'emmener l'institution à aller de l'avant. Donc, concernant la confirmation de la mission, en premier lieu, il est nécessaire que le projet de mission, à l'initiative d'un député ou d'un organe de l'Assemblée, ou sur invitation d'une organisation ou d'une personnalité, soit confirmé et que les dates soient arrêtées. Donc la mission doit être confirmée d'abord et les dates qui ont été proposées doivent être validées. Ça, c'est le préalable à toute chose. L'obtention d'un courrier de la personnalité invitante est recommandée afin d'éviter toute ambiguïté. Parallèlement, dès que le projet est confirmé, à la suite de contacts informels, le fonctionnaire responsable de l'organisation peut préparer une lettre à la signature du député qui présidera la délégation et l'adresser pour confirmation à la personnalité invitante. C'est très important. Donc, à ce niveau, il y a l'idée d'officialisation du déplacement, l'idée d'officialisation de la mission, mais qui doit être soldée par quoi? Par un document qui atteste que véritablement il y aura mission, il y aura une coopération entre différentes institutions qui vont se rencontrer. Donc il faut un courrier. Pour les missions à l'étranger, il est utile de saisir le ministère des Affaires étrangères parce que c'est la porte d'entrée pour toutes les questions relatives à l'extérieur, aux questions de politique étrangère. Donc, il faut forcément informer le ministère des Affaires étrangères pour l'informer du projet et lui demander le concours de ses services à remplacer éventuellement par un contact avec le cabinet du ministre. Et l'ambassadeur, c'est l'exemple de France, dans chaque pays visité. Ce qui veut dire quoi? Il faut avoir recours au ministère des Affaires étrangères afin que ce ministère-là mette à contribution tous ses services. Parce qu'il y a la notion de représentation des ambassades, des consulats qui sont à l'extérieur. Il faut arriver à emmener tous ces services-là à se mobiliser pour que l'accueil soit bien, pour que le séjour puisse bien se passer. Et là, c'est très important. Ce premier contact avec les autorités diplomatiques peut s'effectuer par téléphone ou par mail. Donc, on se rend compte ici qu'on recherche toujours à laisser des traces. Informations par mail ou par téléphone.
Donc, on va poursuivre un peu. J'avais une question, mais on va avancer un peu là. Pour les missions dans les dom-toms, département d'outre-mer, territoire d'outre-mer, il est également utile d'adresser un courrier au préfet ou aux représentants de l'État. Bon, lorsqu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait des déplacements, peut-être de la Côte d'Ivoire vers le Burkina, mais il faut informer le ministère des Affaires étrangères au niveau du Burkina qui va se charger de véhiculer l'information aux autorités compétentes en la matière. Dans le cas des séminaires ou des sessions d'assemblée parlementaire internationale, c'est généralement la structure du pays hôte en charge de l'organisation de l'événement, notamment son parlement qui devient l'interlocuteur privilégié. Donc, les visites officielles, comme je l'ai dit, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans le cadre d'une coopération bilatérale, une coopération multilatérale, ça peut être dans le cadre de séminaires de formation ou des sessions d'assemblée parlementaire. Mais toujours est-il que l'objectif ici, c'est d'emmener chaque acteur à se sentir concerné par cette mission, de sorte à ce que le pays hôte qui est en charge de l'organisation de l'événement sache combien de personnes vont se déplacer. Parce que tout est fait en fonction du nombre et en fonction du temps qui sera mis lors de la mission. Selon l'article 5, alinéa 2 de l'instruction générale du bureau, IGB, pendant les sessions, aucune mission ne peut être effectuée hors de métropole sans l'autorisation du bureau. Ce qui veut dire quoi? Avant qu'il y ait mission, l'administration est hiérarchisée, mais il faut que la hiérarchie donne son OK. On ne peut engager une mission officielle sans l'accord de la hiérarchie. C'est la raison pour laquelle il faut veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour avoir le OK de l'administration. Et ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est d'avoir des documents qui attestent véritablement que la mission sera organisée. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle les courriers et autres sont importants, parce que c'est sur la base de cela que l'administration pourra se prononcer et décider de laisser la mission se faire. Cette règle est en fait peu appliquée et rare sont les délégations qui demandent une autorisation formelle. Là, on se rend compte que ce problème n'est pas inhérent à nos États africains seulement. On dit rares sont les délégations qui demandent une autorisation formelle. Donc, ça peut se faire dans l'informel, mais l'idéal, c'est de se mettre dans un processus de formalisme pour éviter qu'il y ait des couacs par la suite. Cependant, s'il s'agit d'une mission à caractère très politique, il peut être utile d'obtenir l'accord préalable des autorités politiques de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Ici, la différence, lorsqu'il s'agit d'une mission politique, mais ça engage la vie de la nation. Et comme ça engage la vie de la nation, en fonction de l'institution, il faut que la haute autorité soit informée. Parce que lors des missions, ce qui va se passer, les échanges qui vont se faire, mais engagent deux parties. Et ces deux parties-là peuvent être représentés par des États ou par des institutions. Mais toujours est-il qu'au-delà des institutions, ce sont les États qu'on voit. Donc, toutes les décisions qui seront entérinées vont automatiquement engager les États à l'application, à la prise de position et à la prise de décision. Est-ce qu'on se suit? Donc, déjà, la question, selon vous,
quelle stratégie mettre en œuvre pour pouvoir contourner tous les obstacles liés à la préparation d'une mission officielle. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour contourner tous les obstacles qui peuvent intervenir dans l'organisation d'une mission? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour contourner tous les obstacles qui peuvent intervenir dans l'organisation d'une mission? Oui, allez-y. Oui, comme vous l'avez dit tantôt, il faut impliquer tous ceux qui sont susceptibles d'apporter leur contribution à la mission. Tout à fait. Donc, il faut vraiment informer. Oui. Et le fonctionnement est vraiment officiel. Oui. Voilà. Que les gens croient en vous. Oui. Que ce soit à l'intérieur, dans le pays, dans la structure, mais à l'extérieur. Souvent, ils pensent. Hein. Tout à fait. Merci bien pour votre intervention. Monsieur Koba. Sur ce point, je n'ai rien à dire. D'accord. Ok. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Parce que dans l'organisation préalable d'une mission, il peut y avoir des pièges. Bon, souvent, on peut vous envoyer un courrier d'invitation. Mais dans le courrier d'invitation, il peut y avoir des non-dits. Et dans ces non-dits-là, si vous vous déplacez, parce qu'on a vu ici que ça peut se faire de manière formelle ou informelle, mais ce qui est conseillé, c'est le formalisme. Si vous vous déplacez et que vous arrivez, vous vous rendez compte que les aspects sur lesquels la discussion devait se faire, mais au-delà des aspects, ça prend d'autres tournures. Vous voyez que là, vous êtes dans une situation complexe. Et les résultats qui vont sortir de cette mission-là peuvent être utilisés à votre tour contre vous. Mais là, l'administration va vous dire, mais ce n'est pas ce qu'on avait vu dans le courrier qui nous a été transmis. Allez-y, allez-y. Donc, l'administration vous dira que ce n'est pas ce qu'on avait vu dans le document. Et à partir de ce moment, ça peut vous exposer à des sanctions disciplinaires ou encore à d'autres types de situations. Et là, c'est très important. Question, réaction. Voilà. Le coup là, on n'a pas ça ou bien bossé. Après, vous allez me Ah donner. oui, c'est vrai. Je pensais qu'il vous a. Moi, j'ai Quand même, il a reçu, il a imprimé, mais bon. J'ai transmis depuis le lundi, donc je ne sais pas. C'est vrai, je n'ai pas reçu même. Ok, donc je vous envoie. Il pensait que. Moi, il a envoyé depuis la semaine. Je vous envoie. Envoyé à M. Kondo. C'est lui qui. Il a oublié de m'envoyer. Allô? Ok. Parce que c'est fait le temps. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui se passe, c'est que la préparation des missions est très importante. Parce que c'est la préparation même qui va déterminer la réussite d'une mission. Si dans la préparation, il y a certains aspects qui sont occultés, il est clair et évident qu'on peut aboutir à des résultats qui ne sont pas favorables. Et si ces résultats ne sont pas favorables, il est clair que l'organisation de la mission prendra automatiquement un coup.
est clair que l'organisation de la mission prendra automatiquement un. Voilà. Donc, on va poursuivre. Le grand B. Les tâches incombant aux responsables de l'organisation. Établir la liste des participants à la mission. Il revient évidemment aux autorités politiques de désigner les participants à une mission. Mais le fonctionnaire responsable de l'organisation constatera que la composition de la délégation est un des premiers éléments qui lui seront demandés par ses interlocuteurs. Ça, c'est un aspect très important. Et c'est un aspect tellement important que très souvent, sous nos tropiques, ça suscite des polémiques. C'est un aspect tellement important que sous nos tropiques, ça suscite des polémiques. Et là, on parlait du grand B, les tâches. Alors, donc, oui. les polémiques que ça suscite ici, c'est qu'on se dit très souvent que dans les délégations qui vont en mission, il y a pas mal de personnes qu'on ajoute, des personnes qui n'ont pas leur place. On a eu l'exemple récent avec le PDCI. Il accusait Antoine de partir avec un nom pléthorique. Est-ce que vous voyez? Donc, les tâches qui incombent aux responsables de l'organisation d'une mission. La première tâche, c'est le fait d'établir la liste des participants à la mission. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut qu'on ait une visibilité de qui vient, quel est le statut de ces personnes. Ça va permettre également de savoir si c'est une constitution de liste pléthorique ou une constitution de liste véritable. Donc, il revient évidemment aux autorités politiques de désigner les participants à une mission. Mais le fonctionnaire responsable de l'organisation constatera que la composition de la délégation est un des premiers éléments qui lui seront demandés par ses interlocuteurs. Ses interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur. Mais ils vont demander la liste. Et c'est sur la base de la liste que eux, ils vont s'apprêter, ils vont se préparer pour accueillir les invités. Mais lorsqu'on donne des listes officielles et qu'au-delà des listes officielles, il y a des listes officieuses, mais ça constitue un problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, généralement sur nos tropiques, il y a la liste officielle qui est donnée, mais à côté, il y a une autre liste dans laquelle on peut insérer des personnes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la mission. Bon, souvent, on retrouve des commerçants, on retrouve un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est un élément très important. Mais il y va aussi de la crédibilité de l'institution. Il y va aussi de la crédibilité de l'institution parce que lorsqu'on donne la liste et que la liste est maintenue jusqu'à ce que la mission se déroule, ça permet à l'institution, à l'interlocuteur d'avoir un regard de respect vis-à-vis de l'institution homologue. Et c'est très important. Les règles concernant le nombre de participants. Le nombre de députés participant à une mission n'est pas librement déterminé. Et ça répond à des principes. Ça répond à des principes. Il obéit à certaines règles. Et ici, on parle du cas de l'Assemblée nationale, mais chaque institution a également ses normes et ses règles. Comment régir ou coordonner la réalisation des missions. Le nombre de députés participants à une mission n'est pas librement déterminé, il obéit à certaines règles. Ainsi, l'article 5, alinéa 2 de l'instruction générale du bureau limite
le nombre de députés à un maximum de 10. Ça, c'est au niveau de la France. De 7 en Europe et de 6 hors d'Europe. Est-ce qu'on se fait? Donc, au niveau de la France, c'est 10, 7 en Europe et hors d'Europe, c'est 6. Là, au moins, on sait que le nombre n'est pas pléthorique et on sait que comment dégager le budget pour pouvoir couvrir les frais de dépenses liés à cette mission. La délégation du bureau chargée des activités internationales a fixé une règle encore plus sévère pour les missions de groupe d'amitié à destination d'un pays lointain qui doivent comprendre au maximum 4 députés. Il arrive que des délégations soient apportées, des dérogations plutôt, soient apportées à cette règle au nombre maximal. C'est-à-dire que ce n'est pas figé à ce nombre qu'on vient de présenter. Dans certains cas, le nombre de participants est déterminé par la nature de la mission. Un autre aspect à prendre en compte, la nature de la mission. Parce que ça peut être une mission où on va pour négocier des accords économiques, mais comme ça on peut se faire accompagner aussi d'investisseurs ou encore de chefs d'entreprise ivoiriennes qui vont voir comment tisser des liens avec d'autres entreprises à l'extérieur. Donc là, à ce niveau, ce n'est pas figé, on peut ajouter d'autres personnes. C'est le cas des délégations de l'Assemblée nationale aux assemblées parlementaires à caractère multilatéral, UIP, OTAN, OSCE, en raison du nombre de voix dont chaque pays dispose pour les votes. Donc les critères peuvent varier en fonction des institutions. Dans d'autres cas, l'Assemblée nationale peut être amenée à autoriser un plus grand nombre de participants, surtout si la mission s'inscrit dans un échange interparlementaire. Exemple de la délégation pour l'Union européenne ou des rencontres entre commissions analogues du Parlement européen. La dérogation doit alors être demandée de manière systématique, notamment au collège des questeurs, en raison des conséquences financières, sauf si la décision a été prise en réunion de bureau. Par ailleurs, le nombre de participants peut être limité par le président lui-même. Il peut avoir des contraintes budgétaires, il va se dire, bon, normalement, on pourrait élargir le nombre, mais compte tenu des réalités, on va restreindre le nombre à tel chiffre pour ne pas augmenter les dépenses. Par ailleurs, le nombre de participants peut être limité par le président lui-même, par l'autorité invitante, par la nature de la mission, par le coût du déplacement, cas des voyages lointains avec trajet de première classe, ou par le moyen de transport. Par exemple, nombre limité de passagers sur un vol non commercial. Donc voilà plusieurs circonstances qui peuvent amener à limiter le nombre des voyageurs. Ce sont des paramètres intégrés également. Parce que l'interlocuteur même peut regarder un peu les exigences de son homologue. Bon, si l'homologue demande comme ça qui veut venir avec 10 personnes, et toutes ces personnes-là doivent voyager en classe affaires. Mais là, c'est un gros budget. Et comment arriver à permettre à ces personnes de passer un bon séjour? Ce sont des variables très importantes qui peuvent également emmener à faire d'autres propositions. La nature de la mission peut également influencer. Bon, si c'est une mission de haute portée qui nécessite l'intervention de plusieurs acteurs, mais là, on est obligé de faire intervenir tous ces acteurs. Si c'est une mission pour
aller parler de coopération culturelle. Mais dans la coopération culturelle, on peut adjoindre des services du ministère du Tourisme, du ministère de la Culture et bien d'autres. Donc ce n'est pas figé. On regarde aussi la nature de la mission. Mais il y a le moyen de transport aussi qui peut influencer le nombre. Si, par exemple, pour un vol, le nombre de passagers, un vol non commercial, le nombre de passagers est limité. Bon, il est clair et évident que l'interlocuteur peut faire des suggestions et demander de revoir le nombre à la baisse pour que tout puisse se passer en tenant compte surtout du délai. Parce que le délai aussi, c'est un aspect très important. Si le délai n'est pas tenu ou respecté, mais il est clair et évident que ça peut influencer sur le reste du programme de l'institution invitante. Donc, c'est tous ces paramètres-là qu'on regarde. Parce qu'il y a pas mal d'activités, pas mal de programmes que toutes ces institutions-là ont. Donc, il faut en tenir compte. Pour ne pas que les activités puissent se chevaucher au fur et à mesure. Il y a des questions, préoccupations. Ok. Donc, on va poursuivre. Composition politique de la délégation. Un aspect tout aussi important. La composition d'une délégation est établie avec l'accord du président de la structure, dont certains membres partiront en mission. Président de commission pour les membres de celle-ci, président du groupe d'amitié. Elle comprend habituellement un député, président de la délégation en mission. Un ou plusieurs autres députés, un fonctionnaire. Donc voilà, en quelque sorte, l'ossature de la composition politique de la délégation. Cette composition politique de la délégation est établie avec l'accord du président de la structure. Ici, c'est le cas de l'Assemblée nationale. Mais on peut être peut-être au niveau de la Côte d'Ivoire, au Sénat ou à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Donc, rien ne doit se faire sans que le premier responsable ne donne son accord. Et le premier responsable peut également intervenir sur le statut des personnes qui peuvent être engagées dans la mission. En fonction de leur profil, il peut faire des propositions. Parce que l'objectif, une mission est une occasion. Bonjour. Une mission est une occasion d'arriver à maximiser les potentialités de son état, de sa structure. Et les missions n'ont pas lieu chaque jour comme ça. Donc, quand l'occasion se présente, on en profite au maximum pour régler la majorité des problèmes ou des préoccupations qu'on peut avoir. Donc, cette composition va comprendre un député, président de la délégation en mission. À la tête, on aura un chef de délégation, de mission, qui sera un député. À lui, on va adjoindre un ou plusieurs autres députés, mais en tenant compte des différentes commissions de l'Assemblée nationale pour que chaque commission puisse être au moins représentée. Pour qu'au retour, chacun puisse faire le point, le compte rendu à ces différentes commissions. C'est très important. L'idée de participation et d'inclusion doit être prise en compte. On peut adjoindre également un fonctionnaire. Merci. On peut adjoindre également un fonctionnaire pour que ce dernier puisse également intervenir sur les intérêts de l'État, les intérêts de la structure et tenir compte de tous les paramètres qui peuvent permettre le renforcement
des acquis de l'institution et de l'État. On parle ici de la composition, elle peut être complétée ou modifiée jusqu'au dernier moment. Mais les personnalités invitantes doivent être tenues au courant de toutes les modifications. Ça, c'est un aspect qui très souvent déphase beaucoup. Hein. On vous annonce que vous partez en mission. Ça arrive un gars. Le gars, il allait annoncer partout à son épouse, tout ça. Donc, là, elle a commencé à faire les commandes. Il devait partir en France. Donc, on lui a donné l'information. Donc, il a informé elle aussi, bon, au niveau de sa famille. Oui, passez vos commandes. Hein, passez vos commandes. Mais finalement, la veille, on l'appelle, on lui dit, bon, finalement, vous ne pouvez plus partir. Parce que, bon, compte tenu des contraintes budgétaires, la liste a changé. Là, c'est difficile. Hein? Donc, c'est un paramètre également à intégrer. La composition politique de la délégation peut changer à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle il faut avoir cette capacité de discrétion et attendre jusqu'au dernier moment pour ne pas avoir des surprises désagréables. Donc, cette composition peut être modifiée ou complétée jusqu'au dernier jour, mais les personnalités invitantes doivent être tenues au courant de toutes les modifications, parce que c'est important aussi pour le bon déroulement de ces activités. Vous ne pouvez pas décider en tant que chef de mission, chef de délégation ou encore PCO, décider de changer le fonctionnement ou la liste des participants, mais sans informer vos interlocuteurs. Parce que c'est en fonction de cela qu'eux aussi, ils se sont préparés. Donc, il faut qu'il y ait une synergie pour que tout se passe bien. La composition de la délégation reflète généralement l'importance des groupes politiques, même s'il n'existe pas de règles automatiques, sauf pour les délégations des groupes d'amitié et des commissions permanentes, qui doivent respecter des schémas de composition politique fixés par le bureau en début de législature. Donc cette composition doit prendre en compte toutes les composantes. Il faut qu'il y ait une démarche inclusive pour que chacun se sente intéressé, concerné par la mission. En effet, la participation des députés est liée à leur disponibilité. Voilà l'un des paramètres qu'on regarde également pour choisir les personnes qui vont faire partie de la délégation. On regarde la disponibilité. Si pour la période de la mission, il se trouve que vous êtes engagé sur d'autres choses, et il est clair qu'on ne va pas forcer le destin. Ou bien on vous demande maintenant si vous pouvez décaler, bon, ça c'est à vous de voir. Mais généralement, on en tient compte pour proposer des personnes qui doivent participer aux missions. En effet, la participation des députés est liée à leur disponibilité. Les groupes les moins nombreux sont les plus sollicités. Et il arrive fréquemment qu'ils soient dérogés à la règle de la proportionnalité en raison de la nature de la mission ou de l'impossibilité de trouver des candidats. Donc, il y a des commissions où il n'y a pas assez de personnes. On s'est dit, bon, généralement, ils ne sont pas nombreux. Bon, s'il y a lieu de prendre tout le monde, on regarde toujours la disponibilité, mais on cherche surtout à créer un maillage pour que chacun puisse faire partie de la délégation. Il est toujours utile de présenter la liste des participants par ordre protocolaire. Ça, les gens ne jouent pas avec le protocole. Par ordre protocolaire, car les invitations et les plans de table lors des repas officiels seront basés sur l'ordre de la liste. Pour ne pas créer d'incidents diplomatiques, vous appelez
des personnes, là où le responsable doit s'asseoir, on l'envoie à une autre position, mais c'est clair que la mission sera bafouée. Parce qu'il ne sera pas à l'aise, il va se dire que c'est ça. Il va crier au complot. Il va dire c'est foutaise. Donc c'est très important. Le protocole, l'ordre protocolaire, il faut en tenir compte pour que chacun puisse être à l'aise lors de la mission. Et sur la base de cet ordre protocolaire, la prise de parole également obéit à cela. C'est très important. Petit 2, établir un programme avec la partie invitante. Voilà un aspect très important. Le programme ne doit pas être fait en s'enfermant seul dans son bureau, faire un programme et l'imposer. Non, il faut que ce soit en concomitance avec la partie invitante, pour que chacun donne son avis. À cette étape de la mission, je propose qu'on aborde tel sujet, ainsi de suite. C'est très important. Donc, le programme de la mission est établi en collaboration avec la partie invitante. Dans certains cas, conférence ou colloque international, session régulière d'une assemblée internationale. Le programme est préétabli et valable pour l'ensemble des participants. Dans d'autres cas, c'est le représentant de l'État ou l'ambassade de France dans le pays étranger visité qui prend les contacts nécessaires pour organiser les entretiens et les visites selon les demandes formulées par la délégation en mission. Donc c'est très important. Ici, on retient qu'il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Dans certains cas, notamment pour ce qui est des conférences ou colloques internationales, la session régulière d'une assemblée internationale, mais il est clair que le programme est préétabli et valable pour l'ensemble des participants. Donc ça, on ne va pas forcément consulter tout le monde. Plus ou moins, on se dit que chacun sait ce à quoi il doit s'attendre. Donc c'est déjà établi et puis on le communique. Tout le monde rentre dans le moule et les choses avancent. Dans d'autres cas, c'est le représentant de l'État ou l'ambassade de France dans le pays étranger visité qui prend les contacts nécessaires pour organiser les entretiens et les visites selon les demandes formulées par la délégation en mission. Ce qui veut dire quoi? Je reviens encore sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Si on doit avoir une mission à l'extérieur, mais la première étape, c'est d'entrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères, qui va activer ses services en fonction de la destination où la mission doit se dérouler pour que l'ambassadeur ou le représentant de l'État là-bas puisse prendre des contacts en vue d'entretien et de visite pour faciliter le séjour. Pour ne pas que lorsque vous arrivez, c'est maintenant le gars, ouais, je ne savais pas que vous venez. Bon, d'accord. Attendez, je vais appeler pour voir s'ils sont disponibles. Donc, ce sont des choses qui se préparent d'avance. Ce que vous voyez. Donc, de toute façon, les souhaits de la délégation doivent toujours être communiqués à l'avance à la partie invitante, éventuellement par le canal du représentant diplomatique, surtout si le programme inclut une partie privée. Voilà pourquoi c'est très important d'établir le programme. Parce que vous devez exprimer au préalable vos souhaits. Lorsque nous viendrons à cette mission, voilà nos priorités. On veut rencontrer tel service, pour parler de tel aspect de la coopération. Ça peut être une coopération militaire, voir comment renforcer ou encore renouveler l'arsenal militaire, ou encore ça peut être une coopération économique dans le domaine de l'agriculture, comment procéder à la mécanisation de notre agriculture. Ça peut être
dans le domaine culturel et touristique, comment arriver à convaincre des firmes multinationales à venir investir dans le tourisme en Côte d'Ivoire. Là, on sait déjà quels sont les sujets principaux que vous voulez aborder et en fonction de cela, il y a une liste, un annuaire de personnalités ou d'institutions que l'ambassadeur, la représentation diplomatique, va s'efforcer à contacter pour que les rendez-vous soient pris et que la mission puisse se dérouler comme il se doit et surtout dans les délais. Parce que ce type de mission-là, le délai est très important. Si vous outrepassez un rendez-vous, qu'on doit le décaler, mais il faut se dire que ce sont les caisses du trésor qui vont trembler. Parce qu'un jour supplémentaire qui n'était pas prévu dans la mission, mais ça constitue automatiquement une problématique financière. Donc, tout est fait de manière minutieuse pour que tout soit opérationnel. C'est dans ce cas-là qu'on voit le rôle des représentations diplomatiques, des ambassadeurs qui arrivent à mettre en place une diplomatie d'influence à travers quoi? À travers leur capacité à s'intérioriser dans le tissu social de leur pays d'accueil, d'accréditation. Donc c'est très important. À partir du moment où l'ambassadeur arrive à prendre ses marques, mais il est clair et évident qu'il pourra contacter tous les services souhaités pour que la mission se déroule rapidement. Mais on peut se situer également dans un processus de diplomatie du chéquier. Et la diplomatie du chéquier ici, un pays comme la Côte d'Ivoire rentre en coopération avec un pays comme la Chine. Bon, on sait que ce n'est pas notre partenaire privilégié, mais la Chine décide comme ça d'apporter un grand appui financier à la Côte d'Ivoire. Et cet appui financier va toucher le secteur de l'éducation, le secteur de l'agriculture, le secteur aussi des infrastructures. Donc, il décide comme ça d'apporter une aide financière pour réaliser de grands ouvrages. C'est une diplomatie du chéquier. Pourquoi? Parce qu'ils apportent leur aide dans le but d'obtenir d'autres choses. Donc, ce processus de coopération bilatérale va forcément aboutir à une coopération gagnant-gagnant. Comme on le dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et à partir du moment où ce principe sera appliqué, il est clair qu'on va se situer dans une dynamique qui va emmener à prendre de plus en plus conscience du fait que cette diplomatie-là va permettre non seulement aux représentations dans les différents États de pouvoir accentuer le rayonnement de l'image de la Côte d'Ivoire. À travers quoi? La promotion de la culture ivoirienne, la gastronomie, le sport, la culture, la CAN qu'on a gagnée récemment. Mais tout ça, ça permet d'attirer des investisseurs. Et au-delà de tout cela, dans les missions-là, il y a des parties privées. Et dans les parties privées des missions, c'est là qu'on parle de coopération économique. C'est là qu'il y a des rencontres pour voir comment arriver à convaincre des investisseurs à venir vers la destination Côte d'Ivoire pour s'implanter. C'est là aussi qu'on va avec nos experts, nos chefs d'entreprise, pour que ceux-ci puissent également proposer l'expertise ivoirienne à l'extérieur et parvenir à convaincre des gens pour qu'il y ait une synergie d'action dans ce processus de développement économique. L'accord du député président de la délégation est nécessaire pour toute modification du programme et pour
toute proposition. Donc, le député qui est choisi en tant que chef de délégation, on va demander son accord pour toute modification du programme et toute proposition. Il devient en quelque sorte le PCO, c'est lui qui conduit la machine. Donc, tout ce qui sera fait, il doit valider d'abord avant qu'on avance. S'il exprime son mécontentement et son refus, mais il est clair que les propositions peuvent être bonnes, mais à partir du moment où il s'oppose à cela, on va les balayer, les mettre de côté et on poursuit sur la lancée qui a été définie par lui. Il arrive qu'aucun programme précis ne puisse être obtenu avant le départ, mais les premiers éléments connus doivent être transmis aux membres de la délégation. C'est une situation qui peut arriver. Il arrive qu'aucun programme précis ne puisse être obtenu. Donc ils sont là, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on se pose des questions, mais avant le départ, les premiers éléments connus doivent être transmis aux membres de la délégation. Il faut que les gens sachent ce qu'ils s'en vont faire. Vous avez un programme et puis après, bon, le gars, il se rend compte que non, le programme là n'est pas bon. Ce qui est sûr, retenez qu'on s'en va. Arriver là-bas, on va voir comment on va procéder. Non, mais c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Parce que si vous partez sur la base d'arriver sur le terrain, on va se débrouiller, mais il est clair que la mission va aller dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a des aspects sur lesquels vous n'êtes pas encore d'accord, dès le départ, il faut identifier des éléments de base qui vont vous permettre d'entamer la mission. Pour le premier jour au moins. Pour le reste, après, vous pouvez avoir une réunion d'urgence et voir comment programmer, organiser la suite des événements. L'autre niveau, il s'agit de procéder aux réservations nécessaires. C'est très important. Il faut procéder aux réservations nécessaires. En règle générale, les transports restent toujours à la charge de l'Assemblée nationale et doivent être organisés en avance. Voilà comment cette Assemblée nationale fonctionne. Les transports sont toujours à la charge de l'Assemblée nationale, mais toute institution qui se respecte ne va pas emmener des gens en mission et leur demander, bon, vous-même préfinancez, payez votre transport pour partir. Débrouillez-vous, c'est bien sûr l'essentiel, on se retrouve là-bas. Mais vous voyez que là, ça ne motive pas. C'est la raison pour laquelle les institutions mettent en avant-première cette disposition, le règlement du transport, pour ne pas que les gens trouvent des arguments pour ne pas partir. Des propositions d'horaire sont soumises aux députés présidents de la délégation qui choisit. Quand est-ce qu'ils veulent partir? Il y a des vols de jour, des vols de nuit. Donc, il est là, il va voir. Bon, c'est après concertation aussi, hein, parce qu'il peut vouloir partir la nuit, alors que bon, ça n'arrange pas les autres. Donc, il faut quand même avoir une démarche participative. Prendre un peu l'avis de chacun et puis décider. Pour ne pas que d'autres se sentent persécutés. Donc, ils vont lui faire les propositions des horaires et c'est le chef de délégation qui va choisir l'heure à laquelle la délégation ira. Les réservations sont effectuées via la division des transports s'il s'agit d'un transport commercial ou via le transporteur s'il s'agit d'un vol non commercial. C'est très important. Donc, il faut retenir ces aspects-là. Les réservations sont effectuées via la division des transports. S'il s'agit d'un transport commercial ou via le transporteur s'il s'agit d'un vol non commercial. La division des transports doit être informée de tout changement d'horaire, de modification des trajets
ou de composition de la délégation. Voilà aussi un autre aspect très important. Ce qui veut dire que tout même est important dans l'organisation des visites officielles. Tout. À chaque étape, il faut qu'il y ait la communication, le dialogue pour que les informations soient partagées au même moment à tous. Il arrive fréquemment que l'ensemble de la délégation ne voyage pas simultanément et que certains départs ou retours soient différés, ce qui implique la gestion des transports. Mais il peut arriver aussi que les gens aillent séparément, mais tout ça, ça a une incidence sur les transports également. Et au-delà même de l'incidence sur la gestion des transports, mais il y a aussi une incidence sur le chronogramme, le programme d'exécution de la mission. Parce que vous pouvez partir, normalement vous devez être à 10, et il se trouve qu'il y a 6 personnes qui sont disponibles, les 4 autres disent le lendemain ou le surlendemain. Mais vous débutez la mission, pendant ce temps, les tâches qui leur incombent, qui va les réaliser? Donc vous êtes obligé de faire du surplace. Or, eux, en tant qu'experts, s'ils sont là, ils savent réellement quelles sont les questions pertinentes, comment défendre les dossiers pour que véritablement on puisse aboutir à des résultats. Donc ce sont des paramètres aussi à prendre en compte, mais très souvent, le fait que les gens aillent séparément, ça peut être dû aussi à des contraintes professionnelles. Peut-être qu'il y a des urgences ici à évacuer rapidement avant de partir, ou encore, ou bien peut demander d'attendre pour quelques jours. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Il est utile de fournir à la division des transports les contacts téléphoniques portables du fonctionnaire responsable afin qu'il soit averti des annulations ou des modifications de vol. Parce que très souvent, ça arrive aussi, les compagnies de transport. Vous êtes là, vous êtes déjà prêt, vous avez fait vos bagages, non, il y a eu un décalage. Et Côte d'Ivoire, ils sont experts dans ça. Tu vas attendre longtemps, donc tout ça, tous ces désagréments-là, c'est important que la division des transports ait les contacts pour informer, pour ne pas que le temps soit perdu. Le fonctionnaire responsable retire les billets dans les derniers jours précédant le départ, en prévoyant de remettre aux participants leur type de transport dans des délais compatibles avec leur passage à Paris. La destination peut changer. Donc ici, le fonctionnaire responsable, c'est le chef de délégation. Donc c'est lui qui va retirer les billets quelques jours avant le départ. Et une fois qu'il les retire, il va les remettre aux participants. Et veiller à ce que ces participants-là soient dans les conditions idoines pour répondre à ce déplacement. Mais à partir du moment où un participant reçoit les billets du voyage, il est clair que ça l'engage à se mettre dans des dispositions pour partir. Dès que vous recevez, vous ne pouvez plus dire, bon, non, finalement, il ne veut plus, non, en fait, il y a un funérail, j'avais oublié de signifier. Non, il n'y a pas ça. Donc voilà en quelque sorte. La location sur place d'un véhicule est parfois nécessaire. Par exemple, à l'étranger, lorsque l'ambassade ou le consulat de France ne dispose pas de moyens suffisants. C'est alors le correspondant à l'ambassade de France ou le consulat qui s'en charge. Donc, quand la délégation vient, c'est vrai, vous partez par vol, mais une fois que vous êtes sur place, comment les déplacements vont se faire? C'est un aspect tout aussi important. C'est la raison pour laquelle l'ambassade va jouer ce rôle de relais en cherchant des véhicules idoines pour les mettre à disposition de la délégation pour faciliter la mission. C'est très important. Il est recommandé de toujours louer un véhicule avec chauffeur dans le cadre d'une mission officielle. C'est vrai, bon, même si vous avez le permis de toute catégorie,
Vous arrivez à l'extérieur, c'est pas grave, laissez-vous conduire. Parce que chaque pays a ses règles de conduite. Est-ce que vous voyez? Le code de la route, il y a des aspects qui peuvent changer par endroit. Et puis aussi, il y a le document, le permis, qui est un élément très important aussi. Dans toute la mesure du possible, il faut éviter le recours au système du billet prépayé mis à disposition d'un parlementaire dans un aéroport de son choix ou l'envoi postal toujours aléatoire. Voilà des éléments à éviter. Le billet prépayé. De plus en plus avec les mobile money, on demande de faire les choses prépayées là, il faut éviter. Vous pouvez faire ça et puis vous arrivez, il y a un problème de réseau, c'est compliqué. En temps, il y a un groupe musical qui dit avion ne fait pas marche arrière. Une fois qu'il a décollé là, c'est fini. Le ou les hôtels peuvent être déterminés quand des conférences internationales ou des sessions d'assemblée parlementaire ou être proposées par la partie invitante, surtout si elle prend en charge les frais d'hébergement. Il peut arriver que les hôtels soient déterminés, mais dans certains cas, notamment les conférences internationales ou les sessions d'assemblée parlementaire, mais ça peut être également proposé par la partie invitante. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Ils savent quel hôtel est professionnel par rapport à l'autre. Donc, pour vous éviter des embrouilles, vous pouvez voir peut-être sur le net et puis vous allez choisir. Mais vous arrivez sur place, vous voyez que ça ne répond pas à vos attentes. Donc, la partie invitante peut se charger de cela. Mais elle se charge de cela surtout lorsqu'elle prend en charge les frais d'hébergement. Mais voilà un aspect tout aussi important. Parce qu'ils prennent en charge les frais d'hébergement, ils savent quel budget ils ont prévu. Donc, en fonction de cela, ils savent vers quel hôtel s'orienter. Ce sont des aspects aussi importants. Sinon, il appartient aux fonctionnaires de choisir un hôtel et de procéder aux réservations de chambres selon les nécessités du programme. Les demandes particulières, suite, chambre non-fumeur et l'éventualité d'un prolongement privé du programme officiel. Sinon, en règle générale, c'est le chef de délégation ou un service qui est désigné pour le choix de l'hôtel et tout ce qui suit, en tenant compte bien sûr des spécificités de chacun. Parce que l'objectif c'est que tout le monde soit à l'aise et que tout le monde puisse donner le maximum lors de la mission. En France, un contact direct avec l'hôtel est préférable, sauf si la mission est organisée avec un partenaire, préfecture industrielle, administration, qui souhaite servir d'intermédiaire. Ce qui veut dire quoi? Si vous êtes chef d'une délégation pour la France, c'est mieux d'avoir un contact direct avec l'hôtel pour ne pas, pour éviter pas mal de choses. Les désagréments, au moins vous saurez une fois à l'aéroport s'il y a une navette qui vient vous chercher, tout ça, et puis aussi, vous pouvez demander les spécificités de l'hôtel. À l'étranger, les ambassades ou les consulats de France peuvent conseiller des adresses, voire procéder elles-mêmes aux réservations, par exemple dans les cas où elles ont négocié des tarifs. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. À l'étranger, vous pouvez vous baser sur les ambassades ou les consulats de Côte d'Ivoire à l'étranger pour voir s'ils peuvent se charger de cette mission parce qu'ils sont sur place, ils connaissent mieux
bons hôtels et souvent même il y a des partenariats. Donc sur la base de cela, ils sauront que s'ils envoient la délégation dans un tel hôtel, mais il est clair et évident que la délégation sera à l'aise, que les services de l'hôtel vont veiller aux petits soins pour ne pas qu'il y ait des désagréments. Et généralement, ce qui est conseillé, c'est de procéder comme ça. Passer par les ambassades qui vont se charger de faire ces réservations. Lorsque la délégation est réduite, 2 voire 3 personnes, les ambassadeurs proposent quelquefois de l'héberger à la résidence, mais certains députés préfèrent être logés à l'hôtel. Bonjour. Désolé. Non, pas de souci. Lorsque la délégation est réduite, 2 voire 3 personnes, les ambassadeurs proposent quelquefois de l'héberger à la résidence, mais certains députés préfèrent être logés à l'hôtel. Donc quand la délégation n'est pas bien fournie, il y a 2 ou 3 personnes, bon, il y a des ambassadeurs qui proposent comme ça de les héberger, mais bon, pour des raisons de mobilité, la plupart du temps, les députés préfèrent, les concernés par la mission préfèrent aller à l'hôtel. Si une délégation est logée dans une résidence, il est urgent, il est d'usage plutôt de laisser un dédommagement à l'intendant de celle-ci. C'est très important. Parce que si la délégation est logée à la résidence de l'ambassadeur, il est clair qu'il faut laisser un dédommagement, bon, c'est un pouvoir à l'intendant, de sorte à le motiver. Parce que sa charge de travail s'étend à travers le séjour que vous allez passer. L'attention est appelée sur les conditions de réservation des hôtels qui deviennent de plus en plus draconiennes, notamment dans les pays d'Amérique du Nord et dans les grandes capitales. L'hôtel demande souvent l'empreinte d'une carte de crédit, voire la signature d'un contrat qui mentionne les conditions d'annulation. Donc de plus en plus, comme ce sont des cas de figure qui arrivent, les hôtels aussi sont prudents. Parce que vous n'allez pas prendre des décisions ou encore des engagements et au finish, vous vous trouvez dans une posture désagréable. Donc, ils vont imposer aussi des conditions. C'est pour ça qu'on demande ici de faire beaucoup plus attention aux conditions de réservation des hôtels. En cas d'annulation, il y a des hôtels qui prennent un pourcentage aussi, hein, parce que c'est un dédommagement. Donc, tous ces aspects-là sont importants. Mieux vaut savoir pour ne pas être surpris lorsque la situation va s'imposer. L'hôtel demande souvent, là on a déjà lu, les délits en cas d'annulation ou de diminution du nombre de chambres peuvent être importants. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, parce que lorsqu'il y a une annulation ou encore une diminution du nombre de chambres, puisqu'ils ont déjà fait leur réservation, à partir du moment où ils ont fait leur réservation, on retient que peut-être qu'il y a d'autres personnes, après vous, qui souhaiteraient réserver, mais comme vous avez déjà réservé, on va déduire ça dans les frais. C'est pour ça qu'ils demandent les cartes, comme ça ils procèdent au paiement. Il peut également être utile de prévoir des lieux de restauration s'ils ne figurent pas déjà dans le programme.
Voilà un aspect très important, la restauration. Parce que quand vous partez à l'extérieur, c'est un nouveau climat que vous partez croiser. Et au-delà du climat, c'est une